Chers amis téléspectateurs de Canal Martinique Télévision, chers auditeurs de FM+, bienvenue dans votre émission Conversation. Une émission conversation sociale aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir de recevoir Madame Benbarek Kaltoum, qui est directrice de l'ALS, l'Association pour le logement social, donc une association qui a pour objectif de renforcer l'accompagnement social des publics les plus fragilisés. Madame Benbarek Kaltoum, bonjour. Bonjour. Merci de me faire le plaisir de venir sur ce plateau. Merci de m'accueillir ici. C'est une opportunité pour nous de pouvoir présenter nos missions à l'ensemble de la population locative. Alors, avant de parler effectivement de l'association pour le logement social, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, en fait, je suis intéressée par la question sociale depuis très petite. Ouais. C'est depuis l'âge de 8 ans, j'ai été confrontée en fait à la question sociale, tout simplement parce que mes parents sont venus en France pour reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale. Et à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à lire les courriers en fait pour mes parents. Et à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à travailler pour pouvoir payer tout simplement mes études. Et j'ai commencé par un CAP petite enfance et un BEP sanitaire et social. D'accord. Donc, ce qui m'a permis effectivement de m'investir, de travailler notamment les week-ends et les vacances scolaires, notamment auprès des personnes âgées, des jeunes et puis moins jeunes aussi. Et ensuite, j'ai obtenu mon diplôme de conseillère sociale et jusqu'à un DESS Management et Master en urbanisme. Mais ce qui me caractérise en fait fondamentalement, c'est mon engagement, mon investissement en fait pour la cause sociale de façon générale. Et puis je suis quelqu'un de profondément humaniste. Et un des personnages, parce qu'il y en a plusieurs, qui m'ont guidée dans ma vie, c'est surtout Gandhi. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans le social ? Alors, ce qui m'a motivée dans le social, c'est l'approche humaine. Puisqu'à un moment, j'ai hésité à rentrer dans le secteur médical. Il y a toujours cette approche humaine. C'est l'approche humaine et c'est le moyen de pouvoir accompagner les personnes, de pouvoir les donner également les outils, les informations également qui sont nécessaires pour aider les personnes à s'en sortir. Et je pense qu'effectivement, en apportant cette palette, certaines personnes arrivent à s'en sortir. Oui. Et ça me fait plaisir de pouvoir l'offrir en fait à la population, quelle qu'elle soit d'ailleurs, puisque je m'investis toujours bénévolement dans d'autres associations, donc, notamment sur le plan culturel et sportif. Voilà. Donc vous êtes actuellement la directrice de l'ALS, l'Association pour le logement social. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Qu'est-ce que l'ALS ? Alors, c'est une association qui a été créée il y a 25 ans, voilà, et notamment par la CIMAR et la SMHLM, et c'est suite à la loi Besson. Oui. C'est, à l'époque, le ministre, il avait proposé effectivement, pour favoriser l'accès dans le logement social, des personnes les dites défavorisées, c'était le langage qu'on utilisait dans les années 90, mais aussi pour favoriser le maintien dans les lieux, donc ça voulait dire limiter les procédures contentieuses et d'expulsion. Il a mis en place en fait ce qu'on appelle l'accompagnement social lié au logement, qui a pu être porté soit par la CAF dans certains départements, soit par le Conseil général, soit par des associations. Et c'est suite à cette loi-là que la CIMAR et la SMHLM ont créé l'ALS. Et Ozanam a adhéré à l'ALS en 2012. Donc vous parliez des personnes défavorisées qui sont devenues maintenant des personnes fragilisées. Qu'est-ce que les personnes fragilisées ? Comment sait-on qu'une personne est en situation précaire ? Alors, il y a plusieurs indicateurs. Je vais prendre en fait ce qui concerne la vie quotidienne des familles, puisqu'on peut parler à plusieurs niveaux, le contexte local, le contexte aussi national. Mais je peux parler du contexte, en fait, ce qui concerne la population. On sait très bien que les familles monoparentales sont dans une situation qui peut être plus fragile que d'autres familles, notamment aussi les personnes qui sont bénéficiaires de minima sociaux, les personnes qui sont en impayés de loyer ou qui cumulent d'autres dettes, d'eau, d'électricité. Malheureusement, certaines personnes sont en situation de surendettement, c'est-à-dire dans l'incapacité de payer un certain nombre de charges et de faire face à ces dettes. Il faut savoir que, par exemple, on a plus 3,3% de dossiers de surendettement pour l'année 2015, selon l'IEDOM. Ce n'est pas négligeable. Et bien évidemment,
On a les personnes qui ont des troubles de comportement, qu'on peut appeler déviance ou troubles psycho-affectifs, manque de repères éducatifs, qui fait que ça peut pénaliser aussi le bien vivre ensemble. Et évidemment, tout ce qui tourne autour du handicap, du trouble de santé. Quand je dis trouble de santé, c'est un terme très large. Que ce soit la maladie psychiatrique, que ce soit l'addiction, que ce soit malheureusement la maladie d'Alzheimer ou les démences, toutes les maladies qui peuvent concerner aussi bien les jeunes que les adultes ou les personnes âgées. Donc toutes ces personnes sont en situation de vulnérabilité, qu'elles soient sociales, financières, médicales ou encore liées à des soucis professionnels ou éducatifs. Donc c'est des personnes effectivement qui peuvent avoir besoin à un moment ou à un autre d'un soutien, notamment via l'accompagnement social que nous pouvons proposer. Comment ces personnes viennent à vous? Est-ce que c'est vous qui constatez ça sur le terrain ou bien ils poussent votre porte en vous disant on a un gros problème qu'il faut résoudre? Comment Alors, ça se passe? il y a plusieurs orientations possibles. La première, en fait, c'est le concierge, puisque les bailleurs sociaux disposent de concierges dans les résidences. Et le concierge, en fait, va signaler les situations à sa hiérarchie. Donc, ce qu'il repère, ce qu'il constate sur le terrain. Et le bailleur social, dans un deuxième temps, il va orienter la famille vers l'ALS. Puisque nous sommes une association, nous intervenons sur toute la Martinique. Et malheureusement, il y a 100 000... Enfin, heureusement ou malheureusement, il y a 100 000 habitants, en tout cas dans le parc social, on ne pourra pas traiter non plus toutes les situations. Donc les bailleurs sociaux vont gérer une partie des situations et lorsque c'est nécessaire, ils vont orienter vers l'ALS. Ensuite, nous avons effectivement des familles qui connaissent l'ALS et du bouche à oreille, ils vont venir directement à l'ALS. Et ensuite, nous avons nos partenaires habituels, tels que la Caisse d'allocation familiale, les CCAS, l'ex-conseil général et autres partenaires qui nous signalent aussi les situations lors de nos réunions communes que nous appelons les réunions de synthèse et de concertation. D'accord. Est-ce qu'une personne fragilisée, c'est quelqu'un aussi qui ne peut plus subvenir à ses besoins, ne peut plus payer ses impôts, c'est son loyer? Est-ce que vous intervenez aussi à ce niveau-là? Est-ce que vous les aidez justement financièrement? Alors, comment dirais-je, pas immédiatement. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va faire le point sur la situation familiale, puisqu'on prend en compte toute la cellule familiale. On va repérer en fait les difficultés, où est-ce qu'elles sont, quelles sont les causes réelles. D'accord. Ça, c'est important de bien définir les causes réelles pour agir là où il faut. Ensuite, on va mettre en place en fait un plan d'action avec la famille. Donc, le plan d'action, il peut être qu'individualisé, il ne peut être qu'adapté à la situation de la famille. Et dans ce cadre-là, en fait, nous allons mettre aussi en place un suivi budgétaire avec une gestion budgétaire adaptée à la situation de la famille. Et lorsque la famille aura suivi les conseils, les recommandations et les orientations que nous aurons préconisées, si c'est nécessaire, nous allons faire une demande d'aide financière. D'accord. Voilà. C'est tout un travail éducatif en fait en amont pour donner à la fois les outils en fait en matière de connaissances, de gestion aux personnes qui en ont besoin. Est-ce que quelqu'un qui est CSP+, par exemple, est-ce qu'il rentre dans ce type de personnes? Alors oui. Oui, on a déjà eu des personnes effectivement en suivi, CSP+, comme vous dites, que ce soit des fonctionnaires. On a eu aussi d'autres travailleurs sociaux en suivi. Enfin, on a eu différentes catégories de professionnels et orientés par le bailleur social essentiellement. Vous avez été nommée directrice quand? À l'ALS Martinique, j'allais dire Guadeloupe, parce que j'étais directrice en Guadeloupe, en Martinique depuis 2008. Donc vous avez vraiment eu le temps de voir comment ça se passe sur le terrain. Est-ce que selon vous, c'était une réelle nécessité, ça répondait à un réel besoin de créer ce type d'association? Oui. Que ce soit en Martinique ou ailleurs, parce que moi j'ai travaillé dans ces structures-là aussi en métropole et puis en Guadeloupe, c'est fondamental parce que notre intervention, elle ne se limite pas qu'à la famille. S'il y a des impacts sur les autres locataires, on va aussi intervenir auprès des autres locataires. On a une vision globale parce qu'on cherche aussi à favoriser la cohésion sociale et l'entraide, les liens de solidarité au sein de la résidence. Et ça, c'est très important. Donc, on n'est pas limité qu'à une situation, pas simplement colocataire. On prend en compte aussi les enfants.
Donc on a cette vision globale, mais au sein du logement, parce que le logement, en fait, c'est le premier pilier de l'insertion. Si on n'a pas en fait le logement, ce sera difficile d'accéder vers la formation, d'avoir une éducation, de pouvoir bénéficier également des soins correctement. Donc c'est important en fait de pouvoir maintenir l'ensemble de la famille dans son logement. Et à partir du logement, on a accès à l'ensemble des besoins, mais aussi à l'ensemble des problématiques. Vous avez une équipe, on va dire, médicale, administrative, etc., qui vous accompagne. Il y a des bailleurs sociaux, enfin, vous êtes bien entouré. Alors, on a les bailleurs sociaux qui sont aussi membres de notre conseil d'administration. Au niveau de notre équipe, on n'a qu'une équipe sociale, donc des conseillères en économie sociale et familiale qui interviennent sur toute la Martinique. Par contre, on va travailler effectivement avec le réseau médical, notamment le centre médico-psychologique, l'équipe mobile de rue et d'insertion, qui dispose effectivement d'infirmiers psychiatriques, d'assistants sociaux spécialisés sur ce secteur, et que nous allons solliciter pour qu'ils viennent avec nous en fait en visite à domicile et voir justement quel est le protocole de soins, d'accompagnement médical qui peut être mis en place à nos côtés. L'objectif, c'est vraiment de tout centraliser pour favoriser ce maintien dans le logement et permettre aussi à la famille de construire son projet de vie. Moi, j'ai une histoire formidable d'une situation une personne que je suis depuis à peu près 4-5 ans. Parfois, il y a des situations qui sont lourdes. Et le mari avait des troubles psychiatriques. L'épouse était épuisée. Elle a abandonné le foyer. Elle a abandonné aussi ses enfants parce qu'elle n'y arrivait plus. Et donc, nous avons temporairement, elle s'est installée en fait chez sa fille, notamment à Fort-de-France. Et donc, elle a récupéré aussi ses enfants. Et pendant ce temps-là, nous avons fait un travail pour stabiliser monsieur. Il a été hospitalisé à l'hôpital psychiatrique pendant près d'1 an. Et nous avons pu réhabiliter l'ensemble du logement, régler la dette de loyer, d'eau, d'électricité. Les enfants sont retournés à l'école. Ils ont tous obtenu leur diplôme aujourd'hui. Aujourd'hui, la famille s'est reconstituée et ils sont retournés vivre avec le père qui est stabilisé. Et là, je trouve que c'est un exemple de réussite. Mais le temps d'accompagnement social et le temps de l'accompagnement médical est parfois long. Et ça demande du temps pour créer aussi cette relation de confiance. Mais on a réussi ensemble, avec l'engagement de la famille, même si c'était difficile, parce qu'elle était vraiment épuisée. Et elle a dû être hospitalisée elle-même à plusieurs reprises à la Valériane pour pouvoir bénéficier de quelques jours de repos, parce qu'elle n'en pouvait plus. Entre les enfants, l'éducation scolaire, elle n'arrivait plus à gérer l'ensemble de sa cellule familiale. Mais il faut aussi pouvoir prendre conscience qu'il faut changer les choses et qu'il y a un souci. Il faut qu'on accepte cela aussi. C'est pour ça que ça demande du temps, en fait, pour créer cette relation de confiance. Et puis, comme je vous ai dit, là, je vous ai donné un exemple du problème d'impayé de loyer, de désordre qu'il y avait dans le logement. Mais en fait, il fallait chercher les raisons et les causes. Et quand on a trouvé les raisons et les causes, on a pu proposer à la famille un plan d'action. Effectivement, après, c'est obtenir son adhésion à ce plan d'action. C'est obtenir son engagement. Et là, il n'y a aucune contrainte. Ça dépend de la volonté du locataire. Mais après, ça va être toute notre force en fait, de persuasion, de motivation, puisque notre objectif, il est sain, c'est d'arriver à ce que la famille puisse se maintenir dans les lieux. Et on va essayer effectivement de mobiliser nos partenaires, les outils et dispositifs que nous avons, pour les mettre à sa disposition. Et ça, c'est important. Donc, on est là pour accompagner et aider les familles, mais on y arrive seulement si elles-mêmes aussi, elles s'engagent. Vous avez vraiment un rôle d'accompagnateur, même de psychologue, parce que vous rentrez dans l'intimité des familles. Oui, tout à fait. Ah oui, on rentre effectivement dans l'intimité des familles et c'est pour ça que ça demande du temps. Ah oui, il y a des choses effectivement que l'on découvre en cours d'accompagnement social et même des choses que j'ai découvertes 4-5 ans après, qui n'étaient pas dites. Et c'est pour ça, effectivement, qu'il n'y a pas une volonté forcément de cacher pour les familles. Mais c'est parce qu'il y a aussi la dignité, il y a un sentiment de honte, de culpabilité, d'une incapacité, des fois, à résoudre ses propres problèmes. Parce que tout le monde, dans la vie, a été confronté à des problèmes. Que ce soit administratif, financier, couple, enfant, maladie, santé, décès. Tout le monde. Mais tout le monde n'a pas les mêmes ressources pour pouvoir les résoudre. Et il y a certaines personnes qui sont gênées.
En parlant de ces personnes, combien y en a-t-il en Martinique, selon vous, en situation de précarité ou de personnes fragiles? Alors, je ne peux pas vous dire les chiffres exactement, mais il y a un chiffre qui me parle. C'est celui de l'INSEE. L'INSEE a fait une étude sur la pauvreté en métropole et en Martinique. Si on retient les données socio-économiques de la métropole, en Martinique, on a 33% de la population qui est pauvre. Mais C'est énorme. contre 14% en métropole. C'est énorme. On a 2 fois plus de bénéficiaires de RSA, 5 fois plus de bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire, 5 fois plus de bénéficiaires de l'allocation de solidarité pour personnes âgées. Tout ça, ce sont des indicateurs qui témoignent en fait de la précarité en Martinique. Et évidemment, ces personnes-là, on les retrouve dans le logement social. Tout en sachant, dans ce paradoxe dans lequel nous sommes, on en a parlé longuement, notamment en 2009 avec les prix à la consommation. On a quand même 9,7% où les prix à la consommation sont plus importants qu'en métropole. Donc ce n'est pas négligeable. Le contexte national, avec la crise également de 2009 que nous avons connue en Martinique, il y a des impacts sur notre population. Maintenant, à mon niveau, au niveau de l'association pour le logement social, globalement, on était à peu près à 900 dossiers. Quand je dis 900 dossiers, c'est 900 familles, sans compter les enfants, etc. 900 dossiers en 2007. Et nous sommes passés en 2014 à 1945 dossiers. Donc ça explique, le contexte explique aussi cette précarité, le nombre de dossiers que nous avons reçus. Sur ces dossiers-là, on en a 67% où nous avons réussi à stabiliser la situation. Pour 31% à peu près, les dossiers se sont poursuivis l'année suivante en termes d'accompagnement social. Et on a eu uniquement 2 expulsions. Sur ces 2 expulsions, nous avons tout tenté pour trouver une solution de relogement, soit un retour en famille, soit dans une structure d'hébergement plus adaptée, puisque dans ce cas-là, il y avait un problème d'addiction et également de troubles psychiatriques. Et donc la personne avait besoin d'un accompagnement plus soutenu, plus renforcé et quotidien, journalier, ce que l'ALS ne peut pas proposer. Et malheureusement, cette personne a refusé le centre d'hébergement et elle s'est retrouvée ensuite dans la rue. Mais en mobilisant les compétences de l'ALS et en mobilisant aussi nos partenaires, nous avons des résultats très satisfaisants. Et c'est là l'enjeu de la loi Besson, qui est de favoriser le maintien à domicile. Selon l'ADA, la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, au 1er janvier 2015, le parc locatif des bailleurs sociaux compte 30 060 logements. Comment vous analysez ce chiffre? La demande de logement social, elle est forte en Martinique. Il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le contexte social de la Martinique, je vous l'ai plus ou moins décrit dans ces grandes lignes. Et il y a un besoin important dans les logements sociaux et particulièrement de logements très sociaux. Ce sont des logements sociaux, mais un petit peu moins chers au niveau du coût du loyer. Je ne vais pas rentrer dans les explications trop techniques. Et c'est une réalité. C'est une réalité. D'autant plus qu'il y a aussi la question de la décohabitation qui est très forte aussi, puisque chaque personne souhaite avoir son propre logement. On est d'accord. Quand on a également les divorces ou les séparations de couple, ça demande également plus de logement. Voilà. Il n'y a pas que le logement social qui peut répondre à la demande de logement. On a également les opérateurs privés, notamment dans le secteur, tels que l'AIVS, l'agence immobilière à vocation sociale, qui propose également ou qui recherche du logement dans le secteur privé avec des coûts abordables pour les locataires bénéficiaires, notamment des minima sociaux. Donc il faut regarder en fait l'ensemble de la panoplie de l'offre de logement qui est nécessaire en Martinique. Mais effectivement, le logement social, c'est un des piliers. Quels sont les objectifs principaux de l'ALS ? Alors nous, c'est favoriser l'accès dans le logement social. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas tellement parlé, puisqu'on intervient effectivement dans le cadre de l'accès du logement social, mais logement locatif très social. D'accord ? Donc pour des populations qui répondent à certaines conditions qui sont fixées en fait par la réglementation. Ce sont des dossiers notamment qui nous sont orientés par les communes.
Donc, nous sommes chargés de l'analyse, de l'accompagnement et nous mettons en place les réunions collectives d'information. Donc, nous avons cet axe-là, l'axe, comme je le disais tout à l'heure, du maintien dans le logement social, tout ce qui concerne la cohésion sociale. Et c'est vrai que nous intervenons aussi dans tout ce qui est formation, information et sensibilisation. Donc, nous mettons en place des réunions d'information collective, droits et devoirs des locataires, la maîtrise des nuisances sonores, quelles sont les limites à respecter, lorsque j'ai un mois difficile, comment payer mon loyer, ce genre d'action en fait que nous mettons en place, maîtrise de la consommation d'eau, d'électricité, j'en passe. Et puis, nous intervenons aussi dans les opérations de démolition, reconstruction, ou de réhabilitation de logements sociaux, dès qu'il y a déplacement de la population. Donc là, on va plus se positionner pour faire des diagnostics sociologiques et déterminer en fait le type de logement à attribuer à la population, mais également la catégorie de financement. Donc c'est LLS, LLTS et PLS. Donc je sors de ce jargon rapidement. Et puis surtout, les coûts de loyer qui seraient supportables par la population locative. Donc nous déterminons en fait ces orientations-là. Vous avez des conseillers, je crois. Oui, sociaux. Des conseillers sociaux. Quels sont leurs rôles? Alors, leur rôle, c'est de faire le point sur la situation de la famille. Donc, le point sur l'ensemble des difficultés, sur l'ensemble en fait des besoins, en intégrant bien sûr les enfants. Vérifier par exemple si le logement est adapté, si par exemple il y a une famille nombreuse, est-ce qu'il faut la mettre au rez-de-chaussée ou ailleurs, etc. Donc on va étudier en fait l'adaptation du logement, étudier ses difficultés, ses besoins, comme je disais tout à l'heure, pour voir avec la famille quelles sont les actions concrètes qu'on peut mettre en place. Pour parler par exemple de façon concrète, on a des fois des personnes qui refusent de reconnaître leur handicap. Donc on va faire tout un travail, comme je disais tout à l'heure, pour expliquer aux personnes l'intérêt d'avoir le statut en fait, d'handicap, pour pouvoir bénéficier de l'allocation adulte handicapé, pour pouvoir mettre en place la prestation compensatrice handicap, notamment avec la MDPH qui est chargée de l'instruction des dossiers. Donc on va accompagner les familles aussi dans le cadre de l'ouverture de leurs droits, puisque certaines personnes ne font pas les démarches ou ne les connaissent pas, ou refusent d'avoir tel ou tel statut. Ouais. Voilà. Quelles sont les activités que vous avez réalisées dans le cadre de l'accès au logement? Alors, nous sommes intervenus dans le cadre des livraisons de logements, LLTS, que ce soit notamment pour la CIMAR, la SMHLM ou Ozanam. Et nous avons mis en place les réunions d'information, droits et devoirs donc des locataires. Maîtrise, comme je disais, de la consommation d'eau, d'électricité, le démarchage aussi à domicile, la sensibilisation sur le crédit. Puisque on sait aussi souvent, quand les personnes rentrent dans un nouveau logement, elles veulent aussi avoir les équipements neufs. Et nous, ce qu'on souhaite, ce n'est pas qu'elles s'endettent tout de suite. Et on va les accompagner progressivement à aménager leur logement. Donc, quand elles sont rentrées dans le logement, 2 mois après l'entrée dans les lieux, on va faire une visite de courtoisie, rencontrer ces familles, voir quels sont leurs besoins, leurs difficultés, s'il y a des problèmes techniques, peut-être dans la résidence ou des problèmes dans le quartier. Et si c'est nécessaire, on va mettre en place un accompagnement individualisé. Et, si c'est nécessaire, constituer des demandes, effectivement, pour l'équipement, l'aménagement du logement. Et c'est pour ça que nous faisons tout d'abord, avant l'entrée dans les lieux, nous avons plusieurs séquences d'informations préalables, plusieurs réunions collectives. Voilà. Vous avez signé le 18 mars au campus de Schœlcher un projet d'établissement et de convention partenariale. En quoi consiste-t-il? Alors, en fait, c'est lié, entre 2008 et 2013, avec mon équipe, nous avons structuré d'abord l'ALS. Donc, mis en place un certain nombre de procédures, que ce soit au niveau social, administratif, financier. Le fameux document unique qui est obligatoire dans tous les établissements. Quand nous avons terminé en fait, cela en 2013, s'est posé la question, compte tenu de l'accroissement des difficultés des familles, comme je l'ai rappelé tout à l'heure par rapport au contexte, et du nombre en fait, de dossiers, mais aussi du souci de continuer à apporter et à renforcer la qualité de l'accompagnement social, s'est posé la question de comment pouvons-nous intervenir dans ce contexte pour améliorer la prise en charge des locataires. Et suite à cette réflexion, donc nous avons lancé un audit à 360 degrés où nous avons convié l'ensemble de nos partenaires
mais également les familles bénéficiaires, pour témoigner des services qu'ils ont pu bénéficier de l'ALS. Et effectivement, donc, il y a un certain nombre de forces qui ont été mises en exergue par le cabinet d'études Eneis Conseil, et également d'autres axes en fait, de développement et ou à améliorer. Et dans ce cadre-là, donc, nous avons travaillé avec les bailleurs sociaux pour définir justement les orientations en termes de projets d'établissement et également au niveau de la convention partenariale. Donc là, nous avons signé cette convention et ce projet pour une durée de 5 ans. Et nous avons 7 axes stratégiques à mener et à terminer d'ici 5 ans. Qui sont ces axes ? Alors, de tête, donc, un des axes stratégiques, donc, c'est renforcer la structuration de l'accompagnement social. Donc là, par exemple, comment on va se focaliser davantage sur les personnes ayant des troubles de comportement, des troubles de santé. Donc, il s'agit d'apporter une méthodologie en termes de gestion des troubles de comportement et gestion également des troubles de santé, en s'appuyant bien évidemment de nos partenaires. C'est un des exemples. Comment renforcer l'accompagnement social sur ce secteur-là. Donc, il y aura un comité de réflexion avec mes équipes qui se sont mobilisées sur cet axe-là pour réfléchir et apporter effectivement des réponses. Alors, donc, ce projet d'établissement définit 6 axes de travail. Quels sont-ils ? Alors, en fait, dans l'axe 1, il s'agit surtout en fait, de structurer l'accompagnement social. Et un des objectifs, en fait, c'est de mieux structurer l'accompagnement auprès des personnes ayant des troubles de comportement et des troubles de santé. Donc pour cela, on a toute une équipe au sein de l'ALS qui s'est mobilisée pour définir en fait les procédures et les attitudes et les comportements à tenir face aux problèmes face aux personnes qui souffrent en fait de ces problèmes-là. Ensuite, nous avons également défini un autre axe en lien avec les bailleurs sociaux qui rejoint ce que j'avais dit en fait initialement, c'est qu'on va s'occuper des personnes les plus fragiles. On va aussi renforcer en fait la prévention et s'occuper donc des personnes qui cumulent les problématiques. Donc les bailleurs sociaux vont mobiliser l'ALS selon le principe de subsidiarité ou de complémentarité. Là, on va rechercher les compétences là où elles sont. Ensuite, le troisième axe, c'est d'améliorer la prise en charge en fait, collective et le suivi ainsi que l'évaluation. Donc là, on va rentrer aussi dans l'ère de la dématérialisation. On a un logiciel en interne. Ce logiciel, en fait, va être reformaté pour être également en connexion avec les partenaires qui auront besoin d'informations concernant l'accompagnement en fait, de nos familles. Nous avons également un autre axe qui est la formation des équipes. Comme vous l'avez dit, on est au-delà de l'action sociale, au-delà de l'accompagnement social. On intervient sur des troubles du comportement, des troubles de santé qui peuvent être psychiques, psychiatriques. Et là, effectivement, les collègues vont pouvoir bénéficier également de formations adaptées pour pouvoir mieux accompagner en fait, les publics. Un autre axe, il s'agit de renforcer le partenariat avec les bailleurs sociaux, notamment... On va mettre en place en fait des réunions thématiques, des réunions de réflexion sur des sujets concernant la population locative, impactée par les questions sociales. Donc il s'agit en fait d'avoir des réunions de concertation pour pouvoir faire comprendre à nos partenaires la situation sociale dans les résidences, dans les cités HLM. Mais également, comme nous sommes une structure sociale, d'avoir des informations concernant la gestion locative, puisque l'un impacte l'autre. C'est sûr. En axe 6, donc, il s'agit de valoriser l'ALS. Donc, c'est faire connaître les activités de l'ALS via les bailleurs sociaux, via également l'ensemble de l'équipe de l'ALS, en mettant en place en fait, les activités de sensibilisation, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit sur la maîtrise de la consommation d'eau, d'électricité, mettre en place des actions en fait, à proximité dans les résidences. Et le dernier axe, c'est un axe qui a été voulu par l'ensemble de mes collaboratrices, puisqu'on est une équipe de femmes. Vous êtes combien ? Exclusivement. Avec les secrétaires et moi-même, on est 10. 10. Voilà. Et donc, dans cet axe-là, à l'origine, Roger Louis et Alain Caillol, ce sont les membres fondateurs de l'ALS. Ils ont voulu que l'ALS soit un laboratoire d'expérience, d'innovation et d'adaptation. Parce qu'en fait, ils se sont dit que les problématiques sociales, elles ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain.
et elle risque même de s'accroître dans les années à venir, et que c'est important en fait qu'à l'ALS, on puisse expérimenter de nouvelles méthodes, de nouvelles approches, trouver d'autres alternatives pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Et donc les collègues de l'ALS ont voulu retrouver cette dynamique-là et réinvestir en fait la fonction d'animateur local et redevenir ce laboratoire en fait d'expérience, d'innovation et également d'alerte des situations. Quand on dit d'alerte des situations, c'est aussi bien au niveau des bailleurs sociaux, mais c'est aussi bien au niveau de nos partenaires et au niveau également de certains médias. Alors, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez justement de cette signature? Qu'est-ce que vous espérez? Alors là, aujourd'hui, nous sommes ravis puisqu'on a signé la convention partenariale et le projet d'établissement le 18 mars. Donc maintenant, on va rentrer dans le feu de l'action. Le plus gros du travail nous attend avec l'ensemble de mes équipes, puisque on va mener cet accompagnement social. On devra atteindre ces 7 objectifs-là principaux. Et moi, ce que j'aurais surtout souhaité, c'est par rapport à la population locative. C'est avoir le soutien médical, puisque nous savons malheureusement que les CMP sont aussi débordés, que l'équipe mobile de rue et d'insertion est aussi en sous-effectif. Et nous aurions besoin du soutien également de l'Agence régionale de la santé pour pouvoir mieux accompagner en fait les locataires qui ont des troubles de santé. Et c'est par la coordination, la mutualisation de nos connaissances, de nos outils et de nos compétences que je pense qu'on y arrivera à maintenir encore plus fortement les populations locatives dans leur logement. Et ça, c'est vraiment mon souhait et c'est notre cheval de bataille, d'ailleurs, depuis 2008, puisque nous avions fait ces signalements auprès des différentes institutions depuis 2008. Et nous nous sommes rapprochés de ces différentes institutions, de ces différentes organisations pour renforcer le partenariat sur le terrain, pour renforcer cette proximité. Mais nous avons besoin d'un appui institutionnel et politique sur ce sujet-là. Aujourd'hui, de quoi vivez-vous? Quelles sont les subventions qui vous sont allouées? Alors, nous sommes financés par la CIMAR, la SMHLM et Ozanam, donc les 3 bailleurs sociaux historiques. Nous avons également les intercommunalités, Cap Nord, l'Espace Sud, la CACEM. Nous avons également la Caisse d'allocation familiale et nous avions la région, et je l'espère que la CTM va nous suivre également. Vous avez contribué à la création d'associations de locataires. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors oui, on était intervenu effectivement dans la création des associations de locataires depuis à peu près une douzaine d'années, au même titre que la médiation dans les cités, avec l'insertion des jeunes, notamment dans les cités. C'est une activité qui a été suspendue en 2015, compte tenu aussi de ce recentrage vers où on va s'occuper davantage en fait des locataires. Et donc, concernant les associations de locataires, on était surtout chargé de créer les associations de locataires et les conseiller sur le montage en fait de projets, les conseiller aussi sur la recherche de financement, mais on orientait ensuite davantage ces associations pour ces 2 axes-là vers le dispositif local d'accompagnement, le DLA. Donc, nous, on était surtout là pour initier et créer les associations de locataires. Mais ces 2 activités-là, elles ont été suspendues en 2015. Voilà. Quels sont vos projets d'avenir? Comment voyez-vous l'avenir? Alors, moi, je suis profondément optimiste. Et compte tenu aussi de mon parcours professionnel dans ce secteur depuis plus de 16 ans, donc je vois qu'on a à chaque fois avancé, même si la situation est difficile. Et donc, j'espère effectivement qu'avec le secteur médical, on arrivera en fait à coordonner nos actions sur l'ensemble du territoire. Puisque si une famille ne bénéficie pas de soins ou d'accompagnement médical à domicile, le risque qu'il y a, c'est que sa situation médicale se dégrade davantage. Et l'autre risque, c'est qu'il y ait une expulsion. Et finalement, elle peut se retrouver à la rue et reprendre un parcours de soins ou un parcours d'accompagnement social. Après, c'est le parcours du combattant. Donc, c'est éviter, comment dirais-je, que la roue, le cycle ne se répète, quoi. Donc, c'est usant aussi bien pour les familles et c'est épuisant aussi pour l'ensemble des partenaires.
Donc moi, j'aimerais qu'on travaille davantage en fait dans la promotion, dans la stabilisation en fait des publics, mais qu'on prévienne aussi les situations les plus en amont possible. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui, malheureusement, compte tenu de la crise financière, les aides financières aussi, elles diminuent. Donc plus tôt on prend les situations, plus il sera facile de régler aussi ces situations. Et plus tôt on interviendra aussi avec le corps médical, je suppose, et plus il sera facile de stabiliser les familles. Récemment, vous avez reçu les familles, c'était le 30 mars. Vous avez profité pour leur exposer ce projet, cette signature que vous avez fait de convention. Oui, tout à fait. Ouais. On les a reçus à l'ALS, au cœur, puisque l'ALS elle est au cœur d'une cité, à la résidence Archipel. Et elles sont venues, donc ça s'est très bien passé. Donc nous avons respecté le même protocole que le 18. Donc on a présenté l'ALS, les résultats de l'audit et nos orientations. Et ensuite on a eu des témoignages, des échanges avec les familles. Puis ça s'est terminé par une collation. Donc c'est très sympa. Et d'ailleurs elles ont demandé que ce type de manifestation se renouvelle au moins une fois par an. Voilà. Comment peut-on faire pour vous contacter, pour avoir des renseignements ? Alors, il y a plusieurs moyens. Déjà, le téléphone, donc le 05 96 63 22 36. Il y a également le site internet, même s'il est en refondation. C'est als-martinique.com. Et avec mon équipe, on est en train de voir, en fait, pour mettre en place une page Facebook. Mais c'est plus sur l'actualité sociale. D'accord. L'actualité sociale, qu'elle soit locale ou nationale, mais qui a un impact sur les locataires et sur le logement social. Notre interview va bientôt toucher à sa fin. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez transmettre à nos téléspectateurs qui regardent cette émission ? Donc, seul, on va moins vite. Tous unis, on ira plus loin. Mutualisons nos compétences pour aider et accompagner les populations les plus fragiles. Madame Ben Barek Kaltoum, je vous remercie beaucoup d'être venue sur ce plateau et nous avoir expliqué ce qu'est l'ALS, plutôt, l'Association pour le logement social. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir accueillis. Je dis nous, puisque je représente aussi l'ensemble de mon équipe. Voilà. Nous sommes vraiment satisfaits d'avoir fait cette présentation à l'ensemble de la population martiniquaise. Chers amis téléspectateurs de Canal Martinique Télévision, chers auditeurs de FM+, j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ou redécouvrir cette association pour le logement social, l'ALS, je le rappelle, qui a pour objectif de renforcer l'accompagnement social des publics les plus fragilisés. En tout cas, je vous laisse avec un extrait du reportage qui a été fait le 18 mars au campus de Cheshire, où il y a eu une signature d'un projet d'établissement et de convention partenariale. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine émission Conversation. Au revoir. Donc Paul Guibert, cabinet Eneis Conseil. Je suis consultant senior en charge de l'antenne caribéenne du cabinet. C'est-à-dire que je suis mandaté pour développer l'activité du cabinet parisien sur l'ensemble de la zone qui s'étend de Saint-Martin jusqu'au sud Guyane. Le cabinet Eneis Conseil, c'est un cabinet qui s'est créé en 2005. Et qui vise à accompagner l'ensemble des acteurs publics, tant les collectivités territoriales, donc les mairies, les départements, les régions, que les ministères ou encore leurs satellites, associations notamment, dans de l'étude de leur territoire jusqu'à la mise en place de stratégies, voire à la mise en place concrète de leur stratégie, puisqu'on peut aussi accompagner ces acteurs sur des dimensions opérationnelles telles que la mise en place des ressources humaines adaptées, le financement de ces ressources humaines, etc. Donc le cabinet Eneis n'accompagne que le secteur public, il est vraiment spécialisé là-dessus, pas d'acteurs privés. Et donc on a mis en place cette antenne il y a de ça quasiment 2 ans maintenant. L'idée étant pour nous de pouvoir accompagner les acteurs de la zone de la façon la plus rapide possible en étant proche d'eux. Donc la dimension proximité est vraiment essentielle pour nous. Donc voilà, je peux me déplacer facilement sur la Guadeloupe, la Martinique ou la Guyane en un jour ou deux, alors que mes collègues de Paris ont un peu plus de difficultés. Et puis le second enjeu pour nous était vraiment d'être plus proche de nos partenaires pour aussi mieux comprendre leurs enjeux, leurs besoins, leurs attentes par rapport aux politiques publiques. C'est-à-dire que quand on est sur Paris ou en métropole, on comprend
comprend plus difficilement le fonctionnement des DOM, et donc on est un peu plus en difficulté par rapport à un accompagnement efficace et pérenne. Donc on a voulu pallier à ces deux problèmes-là, proximité et déconnexion un peu des enjeux locaux, en mettant en place, il y a de ça 2 ans, donc cette antenne qui marche de mieux en mieux, se développe fortement et qui arrive à faire une activité assez importante, sachant qu'actuellement on travaille énormément sur la Guadeloupe parce que pas beaucoup de missions ont pu être gagnées là-bas, mais l'idée est aussi de pouvoir accompagner l'ensemble des territoires de la zone jusqu'au sud Guyane, notamment Saoul ou plus loin encore dans la forêt. Voilà un peu qui nous sommes et ce que nous faisons. Et du coup par rapport à l'ALS, donc on a accompagné cette structure depuis quasiment 1 an et demi sur un diagnostic organisationnel. Donc l'objectif c'est de mieux comprendre comment fonctionne la structure avec ses partenaires pour en identifier les forces mais aussi les faiblesses sur lesquelles il nous paraissait important de pouvoir travailler et de faire évoluer la structure pour qu'elle se pérennise puisqu'elle était en difficulté par rapport à un nombre trop important de dossiers à traiter. Donc il a fallu un peu travailler là-dessus. On a mis en place différentes propositions. L'une d'entre elles a été retenue, qui vise un peu à recentrer l'ALS sur le traitement de cas un peu plus complexes, un peu plus difficiles, des situations plus fragiles. Et donc d'amener l'ALS à vraiment une plus-value par rapport à ce que font ses partenaires institutionnels. Voilà un peu le travail qu'on a fait auprès d'elle. Et donc on a aussi accompagné sur la structuration concrète, opérationnelle de cette association via la mise en place d'outils, de fiches, aussi du projet d'établissement, cette convention qui a été aujourd'hui signée ALS et bailleurs sociaux qui en sont aussi les financeurs. Et donc l'idée voilà, c'est de faire évoluer cette structure, qu'elle soit pérenne et donc qu'elle puisse évoluer de façon sereine dans le temps. Bonjour, donc Madame Benbarek Kaltoum, directrice de l'Association pour le logement social. Nous sommes une structure qui intervient aux côtés des bailleurs sociaux, la CIMAR, la SMHLM, Ozanam, pour venir en aide auprès des publics les plus fragiles, soit pour accéder dans le logement social, soit pour s'y maintenir. Et dans ce cadre-là, nous allons en fait intervenir pour régler à la fois les difficultés sociales, les difficultés professionnelles, voire accompagner les ménages vers les dispositifs de soins, faire les ouvertures également des droits sociaux. Je pense particulièrement à la retraite, également au complément de la retraite, notamment la CMU, la couverture maladie universelle, enfin tous les droits dont les locataires pourraient avoir besoin pour mieux vivre en fait dans le logement social et assumer également leurs responsabilités en tant que locataires et à respecter leurs droits et leurs devoirs. Installez-vous près de Monsieur Villard.